Chapitre 5. Les 4 truands. Orion s'avança vers la table de sa démarche inégale, traînant derrière lui sa jambe vexée, faisant cliqueter les nombreux médaillons métalliques exposés sur sa poitrine. Dans la salle de bain, les mains de Narcissa se crispèrent sur son peignoir doré. 3 hommes, qui étaient probablement ceux qu'elle détestait le plus au monde, étaient là, dans sa propre maison, prêts à boire le vin de sa cave et à se prélasser sur ses fauteuils, tandis que son propre père se morfondait au 12 square Grimoire, que son mari s'amusait en bonne compagnie et qu'elle-même était recluse dans sa chambre comme une enfant punie. Et alors qu'elle avait fait le dos rond pendant des mois, elle sentit la révolte gronder en elle. Dans le miroir au cadre doré, on pouvait voir les 3 hommes se toiser, debout, autour de la table. « Mon cher Orion, » dit Abraxas Malfoy de sa voix glaciale, « j'espère que tu sauras raisonner notre ami Crabbe, car je crois comprendre qu'il n'est pas tout à fait convaincu du bien-fondé de notre marché. » Piscus Crabbe secoua vigoureusement son énorme tête. « Divisé en 3, ça ne rapporte pas assez, » maugréa Crabbe. Abraxas Malfoy posa sur lui ses yeux glacés. « Mon cher Crabbe, dois-je te rappeler que sans moi et sans Véragoyle, tu serais en train de croupir à Azkaban? Et que toute votre entreprise, si rentable soit-elle, aurait fait faillite ?» Crabbe fit la moue comme un enfant contrarié. « Tu devrais encore être en train de nous remercier d'avoir réussi à subtiliser toutes ces pièces à conviction au ministère. À nos risques et périls, » insista Abraxas Malfoy. « Ouais, d'accord. Vous nous avez filé un petit coup de main après l'histoire du collier d'opale. Et heureusement, Véra a refusé de toucher l'énorme récompense que vous lui aviez proposée. Mais depuis, Abraxas, tu te contentes de garder un œil sur le magot, et à côté de ça, tu te remplis les poches sans rien faire. »« C'est ce qu'on appelle du génie, » sourit Abraxas. Furieux, Piscus Crabbe dirigea alors sa colère vers Orion. « Tout est ta faute, Orion. Tout ça parce que tu m'as ordonné d'accuser Cygnus juste avant l'audience. Et dire que je t'ai bêtement obéi. Tu aurais pu choisir n'importe quel vagabond un peu louche, mais non, tu as voulu faire porter le chapeau à Cygnus. »« Crabbe a raison, c'était loin d'être brillant, » commenta Abraxas Malfoy. « N'importe qui aurait pu convenir, et tu as choisi ton beau-frère et cousin. Un des derniers sang purs qui siégeait au Magène Magot après mon départ. Je me demande vraiment où tu avais la tête. »« Moi, je sais très bien où il avait la tête, » gronda Piscus Crabbe. « Il ne s'est toujours pas remis de ses déboires amoureux avec... N'en parlons plus, » le coupa Orion. « Tu es en liberté et le pactole est sauf. C'est tout ce qui compte. J'aurais pu me tirer d'affaire autrement si tu ne m'avais pas ordonné d'accuser Cygnus, et nous aurions récupéré tous nos objets grâce à mes relations, sans que nous ayons à partager le butin en 3. Je pensais que tu avais une idée derrière la tête, mais non, tu ne pensais qu'à cette stupide vengeance. Et tu croyais que ta tigresse d'épouse allait te laisser faire emprisonner son frère? À cause de toi, nous avons dû agir dans la précipitation. »« J'ai dû agir dans la précipitation, » corrigea Orion. « Non, nous avons dû agir dans la précipitation, » souligna Abraxas Malfoy. « Crois-moi, Orion, je n'ai pas oublié la manière dont tu m'as sorti du lit au beau milieu de la nuit pour me supplier de faire disparaître les pièces à conviction qui accablaient Cygnus. Je me demande encore ce que Valburga t'a fait pour t'inspirer une telle terreur. En tout cas, maintenant, le pactole est amputé d'une part, » grogna Piscus Crabbe, les bras croisés, « et d'une part bien trop conséquente à mon avis. Si notre marché ne te convient pas, je t'en prie, reprends donc ce qui t'appartient, » proposa une nouvelle fois Abraxas Malfoy. « En ce qui me concerne, je le trouve équitable. Je stocke, vous vendez. Chacun prend sa part de risque et en tire un bénéfice en conséquence. » En faisant progressivement le lien avec les quelques conversations qu'elle avait surprises au 12 square Grimoire entre son père et Orion, puis entre Orion et Valburga, Narcissa commençait à comprendre ce que les 3 hommes avaient manigancé. Lorsque Piscus Crabbe avait été emprisonné pour trafic d'objets magiques, Orion s'était violemment disputé avec Cygnus et avait donc décidé de le faire accuser. Pour Orion, c'était le plan idéal. Il était débarrassé de son beau-frère, son rival de toujours, et Piscus Crabbe restait complice. Orion restait donc maître des objets qui n'avaient pas été perquisitionnés,
et obtenait sa vengeance définitive contre Cygnus. Heureusement, Walburga avait fait capoter ce plan, infaillible en apparence. Elle avait menacé Orion et lui avait ordonné de faire libérer Cygnus sur le champ. Narcissa se souvenait encore de l'odeur de chair brûlée qui avait imprégné les murs du salon après cette dispute, et la main d'Orion en gardait un souvenir noirci autour de son annulaire. Tout cela, Narcissa l'avait compris depuis de nombreuses années, grâce aux conversations nocturnes qu'elle avait écoutées depuis la cage d'escalier au 12 Square Grimoire. Cette trahison était d'ailleurs une des raisons majeures qui la poussait à détester son oncle Orion. En revanche, ce qu'elle avait longtemps ignoré et qu'elle apprenait tout juste, c'était l'identité de ceux qui avaient tiré son père d'affaires. Effrayé par la colère de Walburga, Orion était donc allé demander de l'aide à Abraxas Malfoy, un ancien ami de Cygnus, puissant et informé. Et celui-ci, avec l'aide de Vera, avait fait disparaître toutes les preuves du ministère, transformant ainsi le procès en véritable farce. Vera l'avait fait gratuitement, sans doute par loyauté envers son ami Druella. Mais Abraxas, moins généreux, avait vu là une excellente occasion d'alimenter sa fortune et avait exigé de prendre part à ce trafic si lucratif d'objets ensorcelés. En revanche, ce que Narcissa ne comprenait pas, c'était où Abraxas pouvait bien cacher tous ces objets. « Asseyez-vous donc, mes amis, et buvons un peu », proposa Abraxas Malfoy pour apaiser l'atmosphère. « Prunas » appela-t-il. Le vieil elfe ouvrit aussitôt la porte de la bibliothèque, comme s'il s'était tenu à l'affût pendant toute la durée de la conversation. Il apportait sur un plateau d'argent la carcasse translucide et fossilisée d'un animal marin, rempli de vin rouge au reflet rubis. La crête de l'animal formait une anse qu'il était difficile de saisir sans se trancher la main. En voyant cette anse si menaçante, Narcissa comprit l'origine des bandages que Prunas portait en permanence autour de ses paumes. Tout en boitant, Orion s'assit en face d'Abraxas, et Piscus Crabbe s'écrasa sur le fauteuil qui se trouvait entre deux. Avec d'infinies précautions, Prunas servit les trois hommes dans des verres en cristal, et ils sirotèrent le vin en silence, sans cesser de se jauger mutuellement par-dessus le rebord de leurs verres. « Où trouves-tu un vin pareil » demanda Orion avec une pointe de jalousie. « Il n'y a que chez toi que je trouve les breuvages aussi subtils. »« C'est mon petit secret, » sourit Abraxas. « Mais si tu veux m'en commander quelques bouteilles, je te ferai parvenir mon catalogue. » Constatant que l'ambiance était légèrement détendue, Abraxas Malfoy attira devant lui son livre à la couverture rouge. « Et maintenant, si nous faisions les comptes » proposa-t-il innocemment. « Les comptes ? Eh bien oui, les comptes. Je veux être sûr que personne ne soit spolié. Il serait regrettable que j'aie omis de vous verser quelques rentes, n'est-ce pas ?» Piscus Crabbe et Orion échangèrent un regard furtif qui ne laissait aucun doute sur le sens d'une éventuelle arnaque entre les trois hommes. « Faisons, » capitula Piscus Crabbe avec un geste excédé. Abraxas Malfoy entama donc l'inventaire de tous les objets qui avaient transité par sa maison. Une tabatière inflammable, un couteau vengeur, énumérait-il. Pour cela, vos dettes sont réglées. Vous m'avez fait parvenir mon dû. Tous ces objets étaient ici ? S'inquiéta Daisy auprès de Narcissa. Tu crois qu'il y en a d'autres ? Je n'en ai aucune idée, répondit Narcissa, prise au dépourvu. Je n'en ai pas vu la moindre trace. Dans le miroir au cadre doré, Abraxas Malfoy regardait sa liste, faussement étonné. Il manque 3 objets que je vous ai expédiés, mais dont vous ne m'avez donné aucune nouvelle. Un collier d'étranglement, une paire de chaussures cuisantes et une assiette en vertèbre de basilic. J'ai expédié les 2 premières à Crabbe, la 3e à Orion. Rien ne t'échappe, dit Orion avec un sourire ironique en sortant de sa bourse une poignée supplémentaire de pièces d'or. Piscus Crabbe l'imita de mauvaise grâce en marmonnant des paroles indistinctes. Une fois que les pièces d'or furent rassemblées devant Abraxas Malfoy, celui-ci recula son siège de quelques centimètres, révélant un trou grand comme une pièce de monnaie à l'extrémité de son accoudoir. Avec un sourire en coin, il détacha un de ses boutons de manchette argentés et l'enfonça dans ce petit trou. Piscus et Orion l'observaient avec une curiosité masquée, mais au moins égale à celle de Daisy et de Narcissa.
Au pied de la bibliothèque, derrière Abraxas Malfoy, qui ne prit pas la peine de se retourner, un grand coffre laqué de verre émeraude apparut en scintillant comme un mirage. Le coffre s'ouvrit avec un long grincement, et les pièces d'or qui se trouvaient devant Abraxas Malfoy allèrent s'y ranger docilement. Alors que Piscus Crabbe se redressait sur son siège pour apercevoir l'intérieur du coffre, Abraxas Malfoy retira son bouton de manchette du trou qui se trouvait sur son accoudoir, et le coffre disparut. « Bien !» soupira Abraxas, tandis que la plume de queue de paon traçait un trait sévère en travers du livre à la couverture rouge sang. « Je vois que ces quelques vérifications n'étaient pas superflues. » Il jeta un coup d'œil à sa montre au bracelet en écaille de python. « Et nous sommes pile à l'heure. » « Alors pourquoi ? » « Pour accueillir la 4e convive. »« Tu as invité quelqu'un d'autre ? » ?»« Je te préviens, il est hors de question d'inclure une 4e personne dans notre marché. »« Je n'en avais pas l'intention, » se défendit Abraxas Malfoy. « Et peut-on savoir qui se joint à nous ? » ?»« Une de tes voisines, Crabbe. Nous en parlions justement tout à l'heure. Il s'agit de Véragoyle. » À côté de Narcissa, Daisy tressaillit. « Maman, pourquoi fréquente-t-elle ces fripouilles ? » « Il doit y avoir une bonne raison, » dit Narcissa. Au salon, Piscus Crabbe était aussi étonné que Daisy. « Véra, pourquoi s'embarrasser d'elle ? » ?»« Parce qu'elle me procure une denrée d'une importance capitale, et qu'elle me divertit, ce dont j'ai grand besoin aussi. » Un grand vacarme provenant du dehors les interrompit. « Mais quand diable se décidera-t-elle à faire enfin preuve d'un peu de discrétion ?» pesta Abraxas Malfoy en refermant d'un coup sec le livre rouge. Comme pour légitimer sa remarque, un concert d'aboiements retentit, et les 3 hommes échangèrent un regard incrédule. Piscus Crabbe se leva en bousculant la table, renversant au passage son verre de vin et celui d'Orion. « Les Goyle n'ont pas de chien !» s'exclama-t-il affolé. « Ce sont des aurores ! Orion, c'était un piège ! Abraxas, il nous a dénoncés !»« Assieds-toi, idiot !» dit calmement Abraxas Malfoy en resservant du vin à ses invités. « Si des aurores se trouvaient dans mon jardin, nous entendrions d'ici les coryphèques les réduire en charpie. Le nouveau venu n'est peut-être pas Véra, mais en tout cas, je puis t'assurer que ça n'est pas un ennemi. » « Les coryphèques ? Tu crois vraiment que ces stupides volatiles bleus seraient de taille face à des aurores ? » « Je te mets au défi de les affronter, » dit Abraxas Malfoy. « Ils volent si vite qu'il est difficile de les neutraliser en agitant sa baguette dans tous les sens. » Les aboiements semblèrent se rapprocher. Dans la salle de bain de Narcissa, Daisy approcha la main du miroir pour diriger l'angle de vue vers l'entrée de la bibliothèque, juste à temps pour voir Véragoyle pousser les 2 battants de la porte et rentrer dans la pièce échevelé, le sourire aux lèvres et les bras grands ouverts. « Bonjour tout le monde !» s'exclama-t-elle joyeusement en dégainant son habituel sourire étincelant de blancheur. « Je t'avais dit d'arriver discrètement !» dit Abraxas Malfoy de sa voix menaçante. « Narcissa est en haut avec ta fille, et je ne tiens pas à ce qu'elle vienne nous déranger. » Mais tout comme l'enthousiasme de Véra semblait ne jamais atteindre Abraxas, la froideur de celui-ci n'eut aucune prise sur la nouvelle venue. « Je suis venue en trottinette, » déclara-t-elle rayonnante, les joues rosies par l'air vif du début d'automne. « C'était fantastique. »« En quoi ? » ?»« En trottinette. Un engin moldu. Je l'ai un peu trafiqué pour qu'il puisse voler, c'est plus commode. »« Tu es venue avec un engin moldu ? Quelle horreur ! » ?»« Oh non, je vous assure. Aucun désagrément lié au transplanage ou à la poudre de cheminette. Une vue superbe sur le ciel nocturne, et par rapport au balai, c'est bien plus stable. Et tout ça sans avoir entre les jambes cette espèce de tige rigide qui menace de vous scier en deux au moindre virage. »« Il y a bien longtemps que je ne suis pas montée sur un balai, » grinça Abraxas. « J'ai du mal à me souvenir des sensations que cela procure. »« Je n'ai jamais réussi à faire voler ces engins-là, » grogna Piscus Crabbe. « J'ai cassé tous ceux que j'ai utilisés. En revanche, je me souviens très bien de la dernière fois qu'Orion est monté sur un balai. »« Tu en as gardé un joli souvenir, pas vrai, mon grand ?» ricana Piscus Crabbe en donnant un coup de pied dans la jambe d'Orion, celle qui boitait. « Aïe !» sursauta Orion, perdu dans ses pensées depuis quelques minutes. « Laisse-moi tranquille, imbécile !»« Arrêtez de vous chamailler, » proposa Véra, « et admirez plutôt mon nouveau manteau. »
Elle étendit les bras et fit le tour de la table en pivotant sur elle-même pour laisser les trois hommes apprécier l'ensemble de son long manteau, découpé dans une fourrure iridescente aux reflets mauves et turquoises. Charmant, grimaça Piscus Crabbe. Quel animal as-tu chapardé pour obtenir cette fourrure? Tais-toi et touche, dit-elle en lui tendant sa manche. Regarde comme c'est doux. C'est vrai que c'est plaisant, marmonna Piscus Crabbe en passant ses énormes doigts dans la fourrure dense du manteau. Qu'est-ce que c'est? De la peau de Coronach? Tu es fou? S'indigna Vera. Par les moustaches de mes raveluques, je ne tuerai jamais un de mes petits protégés pour leur fourrure. Bon, bon, c'est une œuvre de tes vers couturiers dans ce cas. Perdu, rit Vera. Ce sont les poils qui poussent sur mes chairs d'Opsidon. Ces mouches géantes qui te pondent des œufs d'or? Mais leurs poils ne poussent que sur leur derrière, compléta Orion dans un petit rire. Piscus Crabbe écarquilla son œil noir et luisant et s'écarta de Vera en poussant un rugissement dégoûté. Tu portes un manteau fait en poils de fesses de mouche. Je n'ai pas pu résister, rit Vera en se frottant à Piscus Crabbe. Ils faisaient de si jolis reflets. Quand je leur ai fait leur petit rafraîchissement annuel, j'en ai profité pour collecter leurs petites toisons, et voilà le résultat. Abraxas Malfoy observait Vera avec un sourire amusé qui le faisait presque paraître aimable. « As-tu ce que je t'ai demandé d'apporter, Vera ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Vera ouvrit son manteau turquoise et une dizaine de petits oisillons multicolores se dispersèrent dans la pièce. Ils voletèrent autour des invités pendant quelques instants, puis se perchèrent sur le dossier du fauteuil destiné à Vera. Sans y prêter la moindre attention, Vera sortit de sa poche intérieure une liasse de billets d'un aspect étrange. « Qu'est-ce que c'est » demanda Orion, méfiant. « Ce ne sont pas vos affaires, » répondit sèchement Abraxas en donnant une bourse de velours vert à Vera. Vera prit la bourse, qui émit un tintement suggestif, et la mit dans son manteau à la place des liasses de billets qu'elle venait de donner à Abraxas. Puis elle s'écarta pour s'approcher du piano à queue, qui se trouvait près du portrait de Prisca Malfoy. « Jolie bestiole que tu as là, » commenta Vera Goyle en caressant les contours du piano qui émit quelques accords hostiles. « Quand je pense que ces moldus se fatiguent à en jouer, » commenta Orion. « Moi, je crois que ça ne me déplairait pas tant que ça, » dit Vera. Et elle s'assit sur le siège sculpté, ignorant les gammes enragées du piano qui ne voulaient pas être touchées. « Éloigne-toi, » lui dit Abraxas Malfoy. « Je l'ai dressé pour que personne ne puisse s'en approcher. »« Toi, tu as fait ça? Et pourquoi donc ?»« Peu importe, » grommela Abraxas Malfoy, qui secoua la tête comme pour chasser un souvenir dérangeant. Et soudain, les aboiements qu'ils avaient entendus à l'arrivée de Vera retentirent à nouveau, tout proche. « Qu'est-ce que... » « Ah! Avec tout ça, j'en oubliais l'essentiel, » déclara joyeusement Vera. Sous le regard inquiet de ses trois compères, Vera se leva, s'approcha de la porte de la bibliothèque, plaça son pouce et son index entre ses lèvres et siffla bruyamment. Quelques secondes plus tard, l'origine des aboiements apparut à ses côtés. Ces aboiements, donc, que Narcissa avait attribués à une meute de chiens, provenaient en réalité d'un seul et même animal, aux poils ras et bleus, qui ressemblait en tout point à un chien, à la seule différence près qu'il possédait 3 têtes. Piscus Crabbe s'en étrangla avec son verre de vin. Orion eut un mouvement nerveux pour s'éloigner de l'animal, et les mains d'Abraxas Malfoy tressaillirent légèrement. « Vera !» dit Abraxas Malfoy avec colère. « Qu'est-ce que c'est encore que cette horreur ?»« Je vous présente Attila, » exulta Vera. « C'est un cerbère nain, je l'ai reçu aujourd'hui. » Il s'ensuivit un grand moment d'agitation. Attila se mit à bondir partout dans la pièce avec enthousiasme, ses 3 gueules répandant une abondance de salive sur les murs et sur le tapis de peau. Piscus Crabbe voulut lui donner un coup de pied, mais il glissa sur de la salive et son corps massif s'étala sur le sol. Orion sortit sa baguette magique, mais Attila lui grimpa dessus et saisit sa baguette entre ses crocs acérés. Les oisillons multicolores qui étaient sortis du manteau de Vera tournoyaient dans la pièce en piaillant, ce qui contribuait à exciter le nouveau venu. Ce fut seulement après plusieurs minutes de pagaille
qu'Abraxas Malfoy réussit à lancer un sortilège au Cerbère turbulent. Celui-ci s'affaissa sur le sol en soupirant d'aise, et le calme revint dans la pièce. Piscus Crabbe réussit à rouler sur lui-même en gémissant, puis releva son buste de géant en s'appuyant sur le piano, qui exprima bruyamment son mécontentement. Orion récupéra sa baguette mâchouillée et baveuse, en pestant contre le pauvre Attila. Et Abraxas, ses cheveux blancs légèrement décoiffés, examinait les dégâts avec fureur pendant que Véra se tordait de rire dans un coin de la pièce. Il fallut un petit moment pour que les 4 convives se réconcilient. Prunas accourut pour réparer les rideaux déchirés et les objets mordillés, et servit une nouvelle rasade de vin à tout le monde. Il posa également sur la table une énorme jarre de cristal remplie d'un liquide vert. Dès que l'étrange objet se trouva au centre de la table, le contenu de la jarre s'illumina et se mit à bouillonner. Et une spirale de fumée verte monta lentement vers le plafond, formant de belles volutes denses et paresseuses. « Mince, on verra moins bien !» pesta Daisy en voyant la fumée éclipser les détails du salon. Lorsqu'ils reprirent place autour de la table, seule Véra avait encore le sourire. Machinalement, chacun tendit une main ouverte vers la jarre, et 4 étranges tuyaux argentés se matérialisèrent devant eux, tous reliés au récipient de verre. Abraxas, en premier, porta l'extrémité métallique du sien à ses lèvres et inspira profondément. Le liquide vert et phosphorescent qui se trouvait dans la jarre bouillonna alors plus intensément, et la spirale de fumée interrompit son ascension. Puis Abraxas expira un gros nuage de fumée verte et opaque, qui le masqua pendant plusieurs secondes à la vue de ses invités. « Voilà un fumsbeer de qualité », commenta Orion en imitant Abraxas. La fumée de fumsbeer avait la capacité de prendre n'importe quelle forme, selon les souhaits de ceux qui l'expiraient. La fumée qui s'échappa des lèvres charnues de Piscus Crabbe alla former un énorme crabe qui s'épanouit sur la table en faisant claquer silencieusement ses pinces de fumée. Le souffle d'Orion dessina les armoiries de la famille Black. Abraxas souffla un long serpent d'une précision stupéfiante, qui fit le tour de ses épaules, descendit le long de son bras et se dressa avec orgueil devant lui, avant d'être coupé en deux par un gigantesque dragon de fumée. « J'adore ce jeu !» s'enthousiasma Véra, en crachant un deuxième dragon qui rejoignit le premier pour tourbillonner dans la pièce et se volatiliser contre la fenêtre. Elle adressa un grand sourire à Abraxas, puis, sans lui laisser le temps de contre-attaquer, elle sortit un petit étui rectangulaire de sa poche, couvert d'enluminure finement travaillée. « Faisons une bataille magique !» proposa-t-elle. Voyant que personne ne s'opposait à cette idée, elle ouvrit l'étui et les cartes se distribuèrent d'elles-mêmes à toute vitesse. La bataille magique était un jeu amusant et simple en apparence. Chaque joueur possédait des cartes représentant des créatures magiques, allant du gnome de jardin au magère à pointe, des objets magiques comme le retourneur de temps ou la pancine, et des forces magiques comme la divination ou la légilimancie. À chaque tour, la plus puissante combinaison l'emportait. Cependant, il n'existait aucun consensus sur la hiérarchie des cartes, et s'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'un dragon pouvait battre à plate couture un petit boursouf inoffensif, il était plus difficile de trancher sur l'issue d'un combat entre une licorne et un centaure, ou entre un stupide troll des montagnes et un nifleur capable de légilimancie. Tout cela laissait beaucoup de place au débat et assez peu à la rigueur. Les joueurs passaient souvent leur temps à se disputer à propos de l'issue des duels fictifs qui s'engageaient et abandonnaient le plus souvent bien avant que le vainqueur ne soit proclamé. Mais pour Abraxas Malfoy, qui savait tirer profit de n'importe quelle situation, c'était le jeu idéal. C'est pourquoi il proposa, comme d'habitude, de miser une importante somme d'argent sur l'issue du jeu. Véra, joueuse, accepta avec enthousiasme. Piscus et Orion rechignèrent quelques instants, puis se laissèrent convaincre. Ils posèrent donc devant eux plusieurs poignées de galions et la partie commença.